Son nom apparaît partout. Et tout le monde ne fait que dire son nom. La dame qu'on appelle Nadi Bamba. Nadiani Bamba, plus connue sous le nom de Nadi Bamba. Nadi Bamba. Mais qui est-elle à la réalité? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons nous attarder spécialement sur son histoire, mais principalement sur les périodes de gestion de M. Laurent Gbagbo. Surtout, à quelle période et comment est-ce que le contact s'est fait entre les deux personnalités, Madame Nadi Bamba, M. Laurent Gbagbo. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre, aussi bien son histoire que l'évolution de sa relation avec M. Laurent Gbagbo. Installez-vous bien, c'est parti. Madame Aja Nadiani Bamba Gbagbo. Faut attendre le 13 juin 1974 pour voir la naissance d'une jeune demoiselle du nom de Adia Nadiani Bamba, qui naît dans une famille très modeste. Ça, c'est un élément important à signifier. Une famille vraiment modeste qui n'a rien à envier, mais qui cherche également à se réaliser. Qui ne demande pas, qui ne quémande pas, mais qui s'en sort plutôt bien avec ses méthodes, ses chances, sa manière d'évoluer. C'est donc dans cette famille modeste qu'elle va faire ses premiers pas. Mais dans son enfance, déjà, il y a une chose qui revient le plus. C'est que elle commence ou elle est intéressée à tout ce qui a trait aux médias. Elle aime bien le journalisme, elle aime bien les reportages, elle aime bien l'animation. Elle se sent plutôt à l'aise dans ce genre d'activité. C'est en ce sens que très rapidement, après ses formations primaires et secondaires, elle va s'intéresser à l'école de formation journalistique, où elle sort diplômée de l'école française des attachés de presse, EFAP, dans le début des années 90. Et rapidement, elle va se lancer. C'est en ce sens qu'elle va obtenir une fonction à l'intérieur d'un média très important également à l'époque, qui naît de la volonté du président gabonais, Omar Bongo, qui lui, désireux de mettre en place une presse panafricaine surtout, va lancer à Mouabi un centre de diffusion opérationnel dès 1979. Mouabi, qui est une ville dans le sud-ouest du Gabon, va donc abriter les financements qui vont atteindre un certain niveau dès 1981, avec également la présence de bailleurs étrangers français. Cette radio va donc porter le nom de Africa numéro 1. C'est donc cette radio qui va la recruter. Se voulant panafricaine, la radio va tenter de couvrir beaucoup d'affaires, beaucoup d'événements, cherchant d'ailleurs à couvrir l'actualité politique, sociale dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Cette fonction lui reviendra. En ce sens, elle sera donc chargée de suivre l'évolution de l'actualité politique, sociale en Côte d'Ivoire pour le compte de la radio numéro 1. Elle va donc à partir de cet instant, rentrer dans la profession en tant que telle. Elle va rentrer en Côte d'Ivoire et couvrir les événements. Mais il y a une grosse coïncidence pendant cette période-là. Parlons de la coïncidence, elle rentre en plein milieu, pour ne pas dire vers la fin des années 90. Et à cette période-là, il y a une union très importante entre le FPI et le RDR. Pour rappeler le contexte très rapidement, nous sommes en plein boycott de l'élection présidentielle de 95, suite au code électoral promu le 8 novembre 1994 par la volonté aussi bien de l'Assemblée nationale, mais surtout celle du président, M. Henri Konan Bédié. C'est donc pour contester cette évolution que les deux partis politiques et d'autres bien évidemment, mais les deux étant les majeurs, on parle surtout d'eux, le FPI et le RDR vont s'unir par le canal de M. Laurent Gbagbo et M. Jenny Kobina suite à une rencontre qui aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire. Sera donc scellée l'union Front républicain. C'est donc en ce sens qu'elle viendra couvrir ces événements-là pour le compte de la radio pour laquelle elle travaille. Il faut rappeler, c'est une chose très importante, c'est que la jeune demoiselle Nadiani Bamba est à l'époque, du fait de son origine, du fait des sensibilités conceptionnelles auxquelles elle a été proche pendant son enfance, est très proche de la conception de l'idéologie du RDR. Donc elle est déjà proche de M. Alassane Ouattara qui, pour les partisans du RDR, doit être leur candidat. Donc elle a la volonté de couvrir les événements, mais surtout s'intéresser au personnage. Ça, c'est un élément très important à signifier. C'est surtout pour ce personnage-là qu'elle vient couvrir les événements. Mais beaucoup plus tard, les choses vont changer, vous allez remarquer. C'est donc ici qu'elle va couvrir plusieurs événements et elle sera même le jour de l'arrestation de Madame Dagri Diabaté, de Monsieur Amadou Gon Coulibaly et plein d'autres cadres du RDR. Elle sera sur les lieux, elle va couvrir, dire tout ce qui s'est passé. Elle a même failli se faire arrêter, mais elle ne va pas se faire arrêter. Pendant qu'elle couvrait les événements qui prenaient en compte les activités du RDR, elle était aussi en contact avec l'autre faction qui était en collaboration, en coalition avec le RDR, le FPI. Mais le contact n'était pas vraiment présent fort avec le dit parti, surtout son leader, M. Laurent Gbagbo. C'est surtout pour le RDR qu'elle était sur le terrain. Elle va donc continuer son travail jusqu'en 1998. Cette date-là, elle est extrêmement importante parce que c'est là que les choses vont se faire. Madame Nadi Bamba va se rapprocher du leader du FPI à cette période-là.
Madame Nadi Bamba, qui couvre les activités, les interviews pour le compte du RDR, est désireuse de le faire particulièrement et de la même manière, surtout pour le FPI, qui demande aussi cela. C'est en ce sens qu'il y aura la connexion qui sera faite entre elle et M. Laurent Gbagbo par le canal d'un certain Fani Ibrahim, qui à l'époque était le maire de la ville de Bouaké pour le compte du RDR. C'est lui qui va créer la connexion entre les deux personnages. Et à partir de là, s'en suivra de nombreuses interviews, de nombreuses couvertures d'activités. Et en même temps, il y aura la petite connexion sentimentale qui commencera à naître. Faut le rappeler, à cette période-là, M. Laurent Gbagbo est également marié depuis 1989 à une certaine Simone Hervé Gbagbo, avec laquelle il a milité depuis des années. Mais là, il y a une connexion sentimentale qui commence à naître avec une autre personne, qui à l'époque est dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine. Et on va les apercevoir de temps à autre dans la commune de Cocody, le quartier de Rivera, où ils seront tous deux dans certains endroits. Je préfère ne pas dire le nom, mais vous comprenez un peu. On le verra presque récurremment dans la localité, surtout dans le même endroit. D'autant plus que M. Laurent Gbagbo également résidait dans ce secteur-là à l'époque. Les choses vont continuer. La relation qui était professionnelle est donc devenue sentimentale vers la fin des années 90, s'amplifiant juste après le coup d'État de 99, se faisant remarquer donc dans la localité de Cocody, etc. M. Laurent Gbagbo est donc candidat à l'élection de 2000 et elle va couvrir de façon exceptionnelle cette candidature, cette élection historique. Le compte de Radio Africa numéro 1, elle sera sur le terrain, couvrir toutes les campagnes, toutes les sensibilisations, même l'élection en tant que telle. Elle va être auprès de M. Laurent Gbagbo, qui lui également sera vraiment actif dans une zone particulière d'Abidjan, à Djamé. 220 logements. À cette époque, on voyait M. Laurent Gbagbo rentrer dans une maison particulière, aller de façon récurrente à cet endroit. Devinez quoi? C'était là que résidait la jeune demoiselle Nadiani Bamba. Il allait donc régulièrement dans cet endroit et la relation continuait. Beaucoup donc commençaient à soupçonner quelque chose, mais rien de spécial ne se disait de façon ouverte. Mais tout le monde remarquait que M. Laurent Gbagbo était proche de la jeune journaliste. C'est en ce sens que M. Laurent Gbagbo va gagner l'élection de 2000. Et suite à cette victoire, c'est aussi la victoire pour mademoiselle Nadiani Bamba qui deviendra Madame Nadi Gbagbo. Mais de façon traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, M. Laurent Gbagbo, victorieux suite à l'élection de 2000, va se voir un an seulement plus tard se marier avec la jeune demoiselle qui, en 2001, a 27 ans. Il y aura donc le mariage traditionnel. Mademoiselle Nadiani Bamba, originaire de Touba, donc Maoka, se voit confrontée à un mariage particulier. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, chez les Maoka, les mariés ne doivent pas être présents pendant ce moment-là, le mariage traditionnel, qu'on appelle la dot. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Madame Nadi Bamba n'était pas sur les lieux. Monsieur Laurent Gbagbo, encore moins. C'est donc des représentants ou des personnes proches qui ont fait la dot chez Madame Nadi Bamba. Du côté de M. Laurent Gbagbo, il y a 3 personnalités très importantes qui ressortent de nos enquêtes, de nos recherches. Il y a d'abord la sœur cadette du président Laurent Gbagbo, Madame Koudou Jeannette. Il y a aussi M. Laurent Otro-Zirignan, qui pendant la gestion du président Laurent Gbagbo a été le PCA de la CI. Et il y a surtout M. Kalou Eugène qui est également cité parmi les personnes qui étaient sur les lieux. Alors, ensemble, ils vont confirmer la volonté de M. le président Laurent Gbagbo d'épouser la jeune demoiselle, la journaliste Nadiani Bamba. Il y aura donc le mariage traditionnel qui sera fait. Petite anecdote, le clergé musulman de Touba ne voulait pas du tout concrétiser le mariage. Non, lui, il avait une disposition morale qui, selon lui, l'empêchait de valider. Il n'était pas du tout d'accord pour que le président de la République, qui a sa femme, puisse épouser traditionnellement, et on sait ce qui s'ensuit après le mariage traditionnel, la jeune demoiselle Nadiani Bamba. C'est donc, contrairement à lui qui doit valider le mariage, un imam de Dabou, une ville qui est située au sud de la Côte d'Ivoire, du nom de Koné Abou, qui lui va attacher la cola. Donc, va valider, concrétiser, faire l'acte qu'il fallait pour que la dot soit effective, officielle, réalisée. C'est ainsi que M. Laurent Gbagbo et la jeune demoiselle Nadiani Bamba se marient traditionnellement. Et là, nous sommes en 2001. À cette époque-là, il y a quelques murmures, il y a quelques révélations, il y a quelques fuites relativement à ce mariage-là. Les gens commencent à entendre que M. Laurent Gbagbo a pu ou a épousé une seconde femme, mais ça reste au stade des rumeurs. Les choses vont se concrétiser, pour ne pas dire s'amplifier, dès 2002. Parce que en cette année de 2002, le mariage traditionnel va produire un fils du nom de David El Raïs,
qui est resté surnommé Ismaël par beaucoup de personnes. Et la légende nous permet de comprendre que le surnom Ismaël qui lui est donné, qui n'est pas en réalité son vrai nom, c'est un surnom qui dans la Bible démontre l'enfant qui est conçu hors mariage dans le cadre de l'histoire d'un homme important dans la Bible, du nom de Abraham. Ce surnom est donc provenu de la volonté de Madame Simone. C'est elle qui aurait donné ce surnom-là. Cette information, on l'a reçue en off pendant qu'on faisait des enquêtes de témoignages sur l'histoire. Il faut donc croire que le jeune David El Raïs Gbagbo a donc été surnommé en ce sens-là. Mais dès 2002, il y a le premier fils suite à cette union juste un an plus tard. C'est donc dans la foulée que Madame Simone Hervé Gbagbo va apprendre la nouvelle. Choquée, frustrée, énervée, elle va donc décider de divorcer. Madame Simone Hervé ne veut plus du tout continuer la relation. Et à l'époque, M. Laurent Gbagbo et Madame Simone Hervé ne dormaient plus dans la même chambre. Ils faisaient donc chambre à part, même pour des circonstances politiques, se montraient ensemble, vivaient ensemble, souriaient ensemble au grand public. Mais dès cette période-là, les citoyens ivoiriens, surtout les partisans de M. Laurent Gbagbo, ont commencé à entendre cela. Ils étaient également furieux, ne comprenaient pas, n'acceptaient pas comment est-ce que M. Laurent Gbagbo et pourquoi d'ailleurs a pu se marier à une autre femme. D'autant plus que il a toujours été avec Madame Simone Hervé. Ils seront donc en colère, offusqués, mais un peu plus tard, ils l'ont surnommé Madame Nadiani Bamba, Nadi Bamba, donc abrégé son nom de façon publique. Mais il y aura un autre surnom, la petite maman ou la petite femme qui sera donnée à la jeune demoiselle. Parce que, faut le rappeler, comparé à M. Laurent Gbagbo qui est dans la cinquantaine, elle n'avait que 27 ans l'année du mariage, 28 ans l'année de l'accouchement. Madame Nadi Bamba est désormais impliquée, connue par le grand public, quand bien même ça reste officieux. Mais elle va se positionner dès cette période-là. Parce que elle lance un groupe de communication, de médias, du nom de Groupe Cyclone. Dans le groupe Cyclone, elle va également lancer Le Temps, qui est un journal, un quotidien qui va être pro-Gbagbo, pro-FPI. Donc, qui jouait à l'époque le rôle joué par les activistes aujourd'hui. Et à côté de cela, elle va bénéficier des largesses du président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, son épouse, il y aura par exemple la nomination d'un certain Fadika Kassoum, qui est à la réalité son beau-frère, le beau-frère à Madame Nadi Bamba, parce que celui-ci a épousé sa sœur à elle, Alima Bamba, et sera le directeur général de Petrosi. Il y aura également d'autres nominations qui seront faites grâce à Madame Nadi Bamba, jouant de son influence, jouant également de sa nouvelle position. Elle va donc permettre certaines nominations, empêcher, selon certains disent, certaines nominations, mais elle commence là à peser de son poids, mais tout ça dans l'ombre. À côté, il y a également la concession qui lui sera faite, une très très grande concession. Tenez-vous bien, dès qu'elle crée son groupe Cyclone, elle a l'avantage inouï de disposer de tout ce qui est traité sur la TV2. À l'époque, la deuxième chaîne nationale. C'est elle qui gérait publicité, spot, émissions. Elle gérait presque tout au niveau de la TV2. Mais une chose qui est très importante et à noter, la jeune demoiselle Nadi Bamba ne va jamais en rivalité avec Madame Simone. Jamais. Elle reste dans son coin, tire les ficelles si elle peut, se comporte comme elle doit, mais ne va jamais en rivalité parce que elle était et elle a toujours été admirative du combat de Madame Simone avec M. Laurent Gbagbo. Elle, quand elle voit Madame Simone, c'est un grand respect. Mais à côté, au-delà de ce respect, elle est sa rivale. Donc, beaucoup de questions peuvent subsister ou se poser à partir de cet instant. Mais le fait est que dans son comportement, elle n'a jamais été dans le sens de rivalité aiguë. Contrairement à Madame Simone, qui n'acceptait pas, qui n'était pas du tout désireuse de sentir cette jeune demoiselle, qui allait même jusqu'à dire que son mari, le président Laurent Gbagbo, était sous influence de gris-gris, de pouvoir étranger, de pouvoir mystique. Elle organisait même des moments de prière pour la délivrance de son mari, parce que, faut le rappeler, Madame Simone, c'est une femme de prière qui est vraiment impliquée dans les activités spirituelles. Ainsi donc, on avait la rivalité pour elle, Madame Simone, et le comportement plus ou moins détaché de la jeune demoiselle Nadi Bamba. La relation va continuer et Nadi Bamba est dans l'ombre, gérant ses activités ici et là, jusqu'en 2004. C'est là qu'elle va faire la rencontre d'un jeune du nom de Charles Blé Goudé. En fait, cet homme, c'est celui-là qui dirige les Patriotes. C'est un leader charismatique, qui n'avait rien à envier, pour ne pas dire qu'il n'a rien à envier, qui est très proche de M. Laurent Gbagbo, mais aussi, pour ne pas dire plus ou moins proche de Madame Simone, avec qui les relations ne sont pas vraiment prononcées, parce qu'il n'est pas réellement en contact avec elle, mais plutôt avec M. Laurent Gbagbo, avec qui il fait tout, mais mobilise, galvanise pour lutter en faveur de l'homme. En 2004, il y a un étrange combat qui va survenir, dans lequel il sera impliqué. En fait, M. Guillaume Soro, chef de la rébellion, désormais chef des forces nouvelles, était à la tête d'un ministère, le ministère de la Communication. À cette période-là, il y avait un véritable débat
En fait, cela concernait le nouveau DG de la RTI. Il y avait d'un côté M. Jean-Paul Dailly, qui était le DG de la RTI en fonction. Lorsque M. Guillaume Soro arrive, il est désireux de remanier la RTI, de nommer à certaines fonctions. Le président Laurent Gbagbo n'étant pas d'accord au départ, il y aura donc un petit différend qui va naître, jusqu'à ce que M. Guillaume Soro soit désireux de quitter le gouvernement. Alors que, selon les accords de 2003, les accords de Marcoussis, ils étaient tous censés mettre en place un gouvernement de réconciliation. Donc, si M. Guillaume Soro quittait le gouvernement, cela n'allait pas être bon pour M. Laurent Gbagbo. Il fallait donc le contenter. Pour le faire, M. Guillaume Soro demandait une chose. Enlever à la tête de la RTI celui-là qui était déjà là, M. Jean-Paul Dailly, et positionner celui qu'il sent le plus, celui qu'il veut. Cet homme, c'est M. Yacouba Kébé. Il faut savoir que M. Yacouba Kébé, c'est un homme qui était aussi proche de M. Laurent Gbagbo dans les années 95, parce qu'il a travaillé avec lui. Mais à côté, les patriotes, dirigés par M. Charles Blé Goudé, doutaient de l'homme. Ils pensaient, ils sentaient que l'homme n'allait pas faire le travail qui était déjà fait par M. Jean-Paul Dailly. Il allait travailler pour le compte de M. Guillaume Soro, de la rébellion des forces nouvelles. Il était donc dans une grande manifestation. Il y avait un véritable bras de fer entre les volontés de M. Guillaume Soro et les patriotes. C'est donc pendant cette manifestation qui battait son plein à Abidjan, Côte d'Ivoire, que Mme Nadi Bamba va appeler M. Charles Blé Goudé pour une rencontre. Lorsqu'elle rencontre le jeune homme, elle dit clairement, il faut abandonner ce combat. Dis à tes amis, à tes potes d'abandonner ce combat parce que ça ne vaut pas la peine de le faire. L'homme que vous combattez, M. Yacouba Kébé, non seulement il connaît le président, il ne va pas faire le tort au président, mais à côté de cela, c'est quelqu'un qui est connu par mon père. Donc le père de Mme Nadi Bamba, c'est une sorte de parrain de M. Yacouba Kébé. Elle le présente donc comme argument d'autorité. C'est donc suite à cette conversation que le premier contact se fera entre les deux personnalités, M. Charles Blé Goudé, Mme Nadi Bamba. La relation deviendra plus ou moins simple, tranquille, intéressante, va évoluer dans le bon sens jusqu'à une période où tout va se briser. Ils vont donc obtempérer, les patriotes, et les choses vont se calmer avec la nouvelle nomination de M. Guillaume Soro, en l'occurrence M. Yacouba Kébé. Les choses vont évoluer jusqu'en 2007. 2007, c'est une période où Mme Nadi Bamba va commencer à apparaître un peu plus qu'autrefois. Déjà, il y a la visite qui sera faite à Touba, dans sa localité à elle, où elle va aller représenter les autorités politiques. Elle va être dans une robe blanche voilée que vous pouvez voir là, saluant le préfet, les autorités déconcentrantes. Mais il y aura un accueil spécial particulier qui lui sera fait en présence d'acteurs politiques très importants. Pour ne pas tous les citer, il y a par exemple la jeune sœur de M. Laurent Gbagbo, Madame Koudou Jeannette, qui était sur les lieux avec l'épouse du président Nadi Bamba. Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, éminente personnalité de la délégation accompagnant Madame la Présidente, distingués invités, honorables personnalités, Mesdames, Messieurs, au nom des parents du BAPI, et en entendant l'accueil solennel qui vous sera réservé tout à l'heure sur la place Sibouet, je voudrais très modestement souhaiter à notre fille éminente, Nadia Nadi Bamba, Madame la Présidente, à la très distinguée délégation qui l'accompagne, la bienvenue chez elle. Mais avant d'arriver à ces événements, il y a une rumeur selon laquelle, dès février 2007, Mme Nadi Bamba a intégré le palais présidentiel à l'insu de sa rivale, pour ne pas dire de la première dame, Mme Simone Ivé. Qu'en est-il à la réalité? En fait, à cette période-là, Mme Nadi Bamba a eu à se loger dans l'une des villas du palais présidentiel d'Abidjan. Elle était donc censée passer la période de la Saint-Valentin avec son époux. Et à l'insu de la première dame, grâce à l'arrangement d'un certain Pouyo Tia Nassis, qui à l'époque était le chef de cabinet. C'est donc dans la foulée, après des indiscrétions,
surtout rapport qui sera fait à Madame Simone Gbagbo par l'un des conseillers journalistiques du palais présidentiel que Madame Simone Veil découvrira ce qui est en train de se passer. Il y aura une scène de cafouage, demandant à ce que Madame Nadi Bamba quitte les lieux, qu'elle quitte le palais présidentiel. Rapidement, le président va obtempérer pour ne pas avoir une scène qui peut-être va réjaillir dans les médias beaucoup plus tard, et Madame Nadi Bamba va donc quitter le palais présidentiel. S'en suivra la suspension de ce conseiller qui a informé Madame Simone Veil, mais aussi de M. Kouyonassis qui sera limogé. À partir de 2007, il y aura beaucoup d'événements où Madame Nadi Bamba va commencer à s'afficher petit à petit, surtout au niveau de sa rivalité avec Madame Simone Veil. Mais publiquement, on ne voyait quasiment pas la dame. Parlant de Madame Nadi Bamba, il y avait une seule photo qui était connue de tous les Ivoiriens, depuis 2001 jusqu'à 2010, pour ne pas dire jusqu'à plus. Quelle était cette photo? C'est celle-là. Elle est en robe rouge, voilée, lunettes noires. C'est cette photo-là qui était connue de tous. Avant de la connaître en 2018, 2019, 2025, c'est cette photo-là que les Ivoiriens avaient pour référence. Pour ne pas dire, le grand public savait d'elle. Elle ne faisait pas, elle n'apparaissait pas réellement de façon publique. En 2010, il y a l'élection présidentielle qui doit se tenir. Et c'est Madame Nadi Bamba qui sera chargée de gérer les relations publiques du candidat Laurent Gbagbo. Pour ne pas dire qu'il va gérer la campagne de M. Laurent Gbagbo en collaboration avec Euro RCG. C'est ensemble qu'ils vont mener la bataille du premier tour, gagner également le premier tour, arrivant donc en tête. Mais Madame Nadi Bamba va se voir rattrapée par sa rivale, Madame Simone Veil, qui va la chasser de cette fonction-là et elle-même prendre en charge la suite du combat. Le second tour sera donc entre ses mains. C'est elle qui va l'idée diriger les choses jusqu'à ce qu'on arrive à la guerre civile qui va opposer M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Pendant cette période-là, il y avait quelques derniers contacts qui se faisaient ici et là entre M. Laurent Gbagbo et Madame Nadi Bamba. Mais dans l'ensemble, c'est Madame Simone Veil qui restera auprès de l'homme, aussi bien pour son image que ses positionnements politiques. Ainsi, ils resteront donc ensemble dans sa résidence jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Madame Nadi Bamba, loin de la résidence, va rapidement s'échapper, aller en Guinée équatoriale, à Malabo, où elle va rester pendant un moment donné. Rapidement, elle va quitter le pays, direction le Ghana. Et il faut le rappeler, tout ce trajet ou ces trajets, elle les faisait avec son fils David El Raïs. Ensemble, ils voyageaient d'un point A à un point B. L'objectif était aussi bien d'éviter des représailles physiques, mais surtout économiques. Parce que à l'époque, elle était poursuivie par l'Union européenne qui avait gelé ses avoirs. Parce qu'elle aurait empêché le processus de paix, empêché l'élection. Elle était impliquée dans beaucoup d'affaires. C'est donc elle, de son côté, qui va saisir la loi, saisir les juridictions compétentes au niveau de l'Union européenne. Il y aura un jugement rapide qui sera fait et la juridiction compétente dira qu'il n'y a pas réellement d'éléments qui l'accablent, qui prouvent qu'elle était impliquée dans toutes ces affaires, que ce qu'elle signifie est trop superficiel. Ses avoirs seront donc dégelés. Elle va donc quitter le Ghana, direction les Pays-Bas, où l'objectif est de rester beaucoup plus près de M. Laurent Gbagbo avec son fils. Elle va même demander l'asile politique, qui lui sera refusé par les Pays-Bas. C'est ainsi qu'elle reviendra en Belgique, où elle fera la même demande qui sera acceptée par les autorités belges. Elle sera donc à Bruxelles et ira régulièrement les week-ends ou 3 jours en semaine voir M. Laurent Gbagbo à La Haye, qui était à la prison de Scheveningen. Et c'est pendant cette période que la relation qui existait entre M. Laurent Gbagbo et Madame Nadi Bamba va atteindre un certain niveau. À cette période-là, Madame Nadi Bamba est l'épouse, pour ne pas dire la femme la plus proche de M. Laurent Gbagbo. L'homme qui est en difficulté a besoin d'un réconfort, aussi bien physique, psychologique, moral. Et c'est elle qui va assurer cela. C'est elle qui va également le soutenir financièrement pendant cette période où il est enfermé. C'est elle, avec son fils, qui ensemble vont réconforter l'homme pendant toute cette période en prison. À côté de cela, à cette période, elle va commencer à s'attirer aussi bien les faveurs de certains partisans du FPI que leur mécontentement. Il y aura donc un partage qui sera fait au niveau de l'opinion. Certains qui ne sont pas d'accord avec l'idée selon laquelle Madame Nadi Bamba soit la nouvelle épouse et d'autres qui veulent que ce soit elle parce qu'elle a un comportement qui va avec leurs attentes. C'est donc à partir de cet instant qu'elle va commencer à s'imposer. Elle va commencer à se faire accepter par tous les compagnons de lutte, pour ne pas dire ceux-là qui étaient ou qui sont dans le FPI avec M. Laurent Gbagbo. C'est pendant cette période qu'elle sera le lien pour certains entre eux à Abidjan et M. Laurent Gbagbo aux Pays-Bas. Madame Nadi Bamba va donc soutenir le président Laurent Gbagbo jusqu'en 2019, où il sort de prison. À partir de cette période, il y a maintenant la lutte pour obtenir les documents qui permettront à ce que leur retour soit effectif en Côte d'Ivoire. Mais il y a une sortie qu'elle fera, où elle dit: au retour du président, au retour du chef, tout le monde saura la vérité. Les choses seront clairement signifiées. C'est ainsi que le 17 juin 2021, il y aura le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et c'est là
que tous les Ivoiriens qui voyaient les images d'elle, Madame Nadi Bamba et Monsieur Laurent Gbagbo en Belgique, aux Pays-Bas, ensemble en Europe, vont désormais vivre ces images ensemble à Abidjan en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'ils arrivent déjà à l'aéroport, il y a une scène qui est effroyable pour certains, qui est joyeuse pour d'autres, mais beaucoup dans une posture inconfortable. Lorsque M. Laurent Gbagbo arrive, il la tient. Il est avec elle, bras dans les bras, et Madame Simone qui vient le voir est refoulée, est chassée. L'image reste gravée dans l'esprit de beaucoup. Pour certains, c'est ce moment-là qui est la séparation définitive, mais la confirmation aussi au grand public de la nouvelle relation, de ce qui était depuis 2001, pour ne pas dire depuis les années 98, entre lui et Madame Nadi Bamba. À cet instant, les Ivoiriens se font à l'idée. C'est le nouveau couple. Ils sont donc ensemble. C'est effectif, c'est officiel. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que dès son retour, il crée son parti politique, le PPACI, où il draine beaucoup de partisans du FPI avec lesquels ils vont militer désormais pour gagner l'élection présidentielle de 2025. Mais Madame Nadi Bamba est présente. Et pour beaucoup, c'est elle qui tire les ficelles dans l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, elle fait ce que Madame Simone faisait hier. Parce qu'aujourd'hui, elle est connue et aimée par beaucoup de partisans du PPACI, mais surtout certains proches de M. Laurent Gbagbo. Elle va donc profiter de cette posture, profiter donc de cette nouvelle responsabilité et jouer son rôle à l'intérieur du parti jusqu'en août 2024. Août 2024, où il y a le mariage entre M. Laurent Gbagbo et Madame Nadi Bamba. Mariage qui consacre cette relation existentielle depuis la fin des années 90. Depuis ce jour, Madame Nadi Bamba est aux avant-postes. Elle est envoyée sur le terrain politique, elle prend position. Celle-là qui était dans l'ombre, qui se cachait par moments, commence à s'exprimer et à s'expliquer. Elle fait de nombreuses sorties et est aujourd'hui l'épouse de M. Laurent Gbagbo, connue de tous et par tous. Voici donc l'histoire de Madame Nadi Bamba. Les révélations de Blé Goudé sur la NCI rouvrent un vieux dossier, celui des zones d'ombre du régime Gbagbo. Entre influence cachée, alliance ambiguë et trahison interne, le peuple s'interroge sur la vraie nature du pouvoir d'hier. Laurent Gbagbo a-t-il gouverné ou a-t-il été gouverné? Derrière la légende, une vérité douloureuse émerge, mais porteuse d'un espoir nouveau. Il y a des vérités qui finissent toujours par remonter à la surface, même après des années d'oubli, même après le brouillard des mensonges et des compromis. Et la récente sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne NCI a fait sauter un verrou. Elle a ouvert la porte à une question que beaucoup d'entre nous portaient en silence depuis longtemps. Qui gouvernait véritablement la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011? Était-ce Laurent Gbagbo, le président élu du peuple, ou l'ombre de son entourage, tiraillé entre fidélité, intérêt privé et compromis cachés? Nous avons longtemps refusé d'y croire. Nous avons préféré voir en Gbagbo le symbole de la résistance, le père du nationalisme ivoirien moderne, le héros injustement humilié par les bombes françaises et la machine impérialiste. Et pourtant, aujourd'hui, à la lumière de ce que nous apprenons, une autre vérité émerge, celle d'un homme encerclé, piégé dans un cercle de conseillers, de courtisans, de proches, parfois plus puissants que lui-même. Un président peut incarner un peuple, mais s'il est trahi par ceux qui l'entourent, il devient otage de sa propre cour. La question brûle les lèvres. Qui tenait véritablement les rênes du pouvoir à Abidjan? Car à regarder de plus près, tout semble indiquer que le régime Gbagbo, au-delà de son idéologie de refondation, était traversé par des courants contradictoires. D'un côté, des patriotes sincères, prêts à tout sacrifier pour la souveraineté nationale. De l'autre, des opportunistes, tapis dans l'ombre, qui profitaient de la proximité avec le pouvoir pour s'enrichir, pactiser, négocier avec ceux-là même qui, quelques années plus tard, allaient le renverser. Le nom de Soro Guillaume revient, encore et encore, dans les conversations. Ce jeune homme, issu de la rébellion, qui avait fait couler tant de sang, devint avec le temps Premier ministre de Laurent Gbagbo. Certains ont vu en cela un geste de réconciliation, une main tendue. Mais avec le recul, n'était-ce pas plutôt une erreur politique majeure? Une brèche ouverte dans le mur de la souveraineté, par où s'est infiltrée la trahison. Car comment comprendre qu'un homme qui a pris les armes contre la République ait pu s'asseoir au sommet de l'État sans que justice ne soit rendue? Comment expliquer que les ennemis d'hier soient devenus les partenaires du lendemain, tandis que des patriotes sincères étaient marginalisés, écartés, parfois même emprisonnés? La réponse est dure à dire, mais nécessaire. La politique du compromis a tué la révolution ivoirienne. À force de vouloir ménager tout le monde, à force de croire qu'on pouvait concilier les intérêts des impérialistes et la souveraineté du peuple, le pouvoir de Gbagbo s'est dissous dans l'ambiguïté.
Et pendant ce temps, autour de lui, d'autres tiraient les ficelles. Nadi Bamba, sa seconde épouse, que certains voyaient déjà comme une présence trop influente, semblait avoir tissé ses propres réseaux, au-delà du cercle présidentiel. Son nom revenait souvent dans les murmures du palais, dans les rumeurs d'accords discrets, dans les soupçons de collusion avec certains acteurs de la crise. Était-elle seulement la compagne du président, ou une conseillère invisible, façonnant des décisions cruciales dans l'ombre? Beaucoup s'interrogent encore. La vérité, c'est qu'entre 2000 et 2011, la Côte d'Ivoire était un champ de bataille superposé. Une guerre visible, contre les rebelles et les puissances étrangères. Mais aussi une guerre invisible, interne, entre les tenants d'une véritable refondation nationale et les partisans d'un compromis permanent avec les forces qui nous dominaient. Cette deuxième guerre, nous l'avons perdue sans la voir venir. Car pendant que le peuple affrontait la faim, les sanctions, les bombes, certains proches du pouvoir entretenaient des relations ambiguës avec les chancelleries occidentales. Pendant que les jeunes patriotes mouraient à Abobo et à Yopougon, d'autres négociaient des passe-droits, des sorties de crise, des positions futures. Et quand le pouvoir tomba, nous comprîmes trop tard que la trahison n'était pas seulement dehors, elle était dedans. Faut-il blâmer Gbagbo pour cela? Peut-être pas totalement. Car il est difficile, dans un pays en guerre, d'être à la fois chef, stratège, conciliateur et prophète. Mais il faut reconnaître qu'il a trop fait confiance, trop écouté, trop pardonné. Il a cru que l'intelligence et la bonne foi pouvaient désarmer le cynisme du monde. Il a cru que la France finirait par respecter la souveraineté d'un pays noir qui osait dire non. Il a cru que les traîtres pouvaient devenir des alliés. Et c'est là que le drame s'est joué. Ceux qui l'a sauvé l'ont trahi. Ceux qui l'a promu l'ont abandonné. Ceux qui l'a aimé ont parfois profité de sa confiance. Aujourd'hui encore, les réseaux sociaux s'enflamment. Les révélations pleuvent. Les langues se délient. Et ce que nous voyons, ce n'est pas seulement le désordre d'un parti politique, mais la faillite d'une génération politique tout entière. Nous voyons des leaders incapables de se parler, des épouses influentes, des anciens rebelles reconvertis en faiseurs de rois, des alliances invisibles qui continuent de peser sur le destin de la Côte d'Ivoire. Alors, oui, il faut le dire, la présidence de Laurent Gbagbo fut aussi celle de ses contradictions. Une présidence partagée entre le rêve d'un État souverain et la réalité d'un pouvoir gangrené. Une présidence où les décisions cruciales semblaient parfois dictées moins par la vision que par les rapports de force, les intérêts, les liens personnels. Mais malgré tout, nous ne renions pas Gbagbo. Car même dans l'échec, il a incarné quelque chose que plus personne n'ose porter aujourd'hui, la dignité. Il a tenu tête à la France. Il a refusé l'humiliation. Et même s'il a été mal entouré, même s'il a été trompé, il reste le symbole d'une lutte que nous devons poursuivre, mais autrement. Aujourd'hui, nous n'avons plus le luxe des illusions. Nous devons apprendre de nos erreurs, sans complaisance. Car l'ennemi d'hier a changé de visage. Il ne porte plus de treillis, il porte des costumes. Il ne parle plus de guerre, il parle d'économie, d'investissement, de coopération. Mais la logique est la même, piller, diviser, contrôler. Alors, que reste-t-il à faire? Retrouver l'esprit de la refondation, mais sans les ambiguïtés. Reconstruire un patriotisme lucide, débarrassé des clans et des courtisans. Rebâtir une opposition solide, propre, crédible, où la loyauté au peuple prime sur la loyauté à un nom ou à une famille. Laurent Gbagbo, malgré tout, demeure une boussole morale. Mais son histoire doit devenir une leçon, pas une idole. La Côte d'Ivoire ne doit plus être gouvernée par des cercles d'intérêt, ni par des alliances souterraines avec les ennemis d'hier. Elle doit être gouvernée par la vérité, par le peuple, pour le peuple. Et si nous avons encore la force d'espérer, c'est parce que nous savons que la justice de l'histoire finit toujours par rattraper les mensonges. Les puissants passent, mais la vérité demeure. Et cette vérité, même si elle blesse aujourd'hui, nous guérira demain.